prochaine personne à prendre la parole sur cette scène est arrivée in extremis à Grenoble depuis Paris, où elle était convoquée ce matin par la police. C'est elle qui est de toutes les batailles, celle qui porte haut la voix des insoumis pour la paix, celle qui ne se taira pas, qui ne reculera devant rien, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Merci infiniment les amis, merci beaucoup. Merci infiniment pour votre accueil et je voudrais vous dire à quel point c'est un immense bonheur pour moi d'être ce soir à Grenoble. D'abord parce qu'effectivement aujourd'hui, c'était le jour où avec Rima Hassan, nous étions convoqués pour apologie du terrorisme. Et je tiens à dire que, évidemment, d'abord, il est évidemment beaucoup plus sympathique d'être avec vous qu'avec une brigade criminelle. Mais surtout, et c'est très important pour moi, au départ, il voulait me convoquer à 14h30, ce qui fait que lorsque vous êtes à Paris à 14h30, entendu par une brigade criminelle, évidemment, vous ne pouvez pas être ce soir à Grenoble avec vous. Et il était très important pour moi de redire à ce pouvoir que non seulement nous ne nous tairons pas, mais nous n'arrêterons pas nos activités politiques parce que nous ne faisons pas de la politique pour nous-mêmes, mais nous faisons de la politique pour celles et ceux qui en ont impérativement besoin. Alors, je veux que vous compreniez à quel point ce qui s'est passé aujourd'hui est grave. C'est la première fois de toute l'histoire de la Ve République qu'une présidente de groupe parlementaire d'opposition est convoquée pour apologie du terrorisme, c'est-à-dire est convoquée pour expliquer, rendre des comptes de ses opinions politiques, de nos opinions politiques devant la police. Ce qu'est en train de faire Emmanuel Macron a un nom. Cela s'appelle recréer une police de la pensée. Et quand j'ai demandé tout naturellement sur quels propos j'étais incriminée, eh bien, on m'a répondu que c'était effectivement le communiqué de presse du groupe parlementaire du 7 octobre. Alors déjà, je rappelle quelque chose à Emmanuel Macron. Il se trouve que les parlementaires, depuis la grande Révolution française, ne peuvent pas être poursuivis. Et ce n'est pas un privilège. Ils ne peuvent pas être poursuivis pour préserver justement l'indépendance de leur mandat, leur liberté de parole et les protéger des pressions de l'exécutif et du gouvernement. Voilà pourquoi nous sommes normalement protégés depuis la Révolution française. Mais surtout, à partir du moment où ils me disent que c'est sur le communiqué d'un groupe parlementaire, je demande quel mot, quelle phrase ferait l'apologie du terrorisme. Et là, on me répond tout le communiqué de presse. Alors, vous saurez maintenant que de dire dans le titre d'un communiqué de presse, Israël-Palestine, 2 points, pour une paix juste et durable, stop à l'escalade, est une apologie du terrorisme. De même, nous déplorons les morts israéliens et palestiniens, serait une apologie du terrorisme, ou encore, il faut obtenir ce que nous avions écrit dès le 7 octobre, et c'est notre honneur. Il faut obtenir le cessez-le-feu et la protection des populations, serait une apologie du terrorisme. Non, non, non. Non, prôner la paix n'est pas un crime. Non, prôner la paix n'est pas appeler ou faire l'apologie du terrorisme. Alors jusqu'où iront-ils ? Iront-ils convoquer les 75 parlementaires de mon groupe parlementaire, puisqu'on parle d'un communiqué de presse? Iront-ils jusqu'à convoquer les millions de Français et de Françaises qui sont d'accord avec nous pour exiger un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel à Gaza, pour exiger la reconnaissance de l'État de Palestine, pour exiger du gouvernement français l'interdiction de la vente d'armes à Israël ou encore la cessation de l'accord d'association entre l'Union européenne et Israël alors que l'Union européenne est le premier partenaire commercial d'Israël et que nous voulons que ce massacre cesse maintenant.
qui vient de se passer aujourd'hui dépasse nos propres personnes, même si je dois dire que nous sommes toutes et tous collectivement très fiers que Rima Hassan soit candidate sur notre liste, juriste en droit international qui a toujours parlé la langue du droit international et de la paix. Oui, cela dépasse nos personnes parce que nous parlons d'un abus de pouvoir qui a été fait par Emmanuel Macron, qui déshonore notre pays et salit notre pays à l'international. Parce que cette convocation n'arrive pas juste comme cela. Elle arrive après 6 annulations de conférences de Jean-Luc Mélenchon et de Rima Hassan en pleine campagne électorale, ce qui est une atteinte grave à la liberté d'expression et de réunion de l'opposition politique. Elle arrive après la condamnation d'un secrétaire départemental du Nord de la CGT, là aussi avec 1 an de prison avec sursis pour un simple tract sur la Palestine. Elle arrive après la répression violente contre la jeunesse qui se mobilise partout dans le monde, de Columbia jusqu'à Sciences Po, aujourd'hui Tolbiac, hier la Sorbonne. Et nous disons à cette jeunesse, gloire à cette jeunesse qui est l'honneur de notre pays et du monde et qui défend notre humanité commune. Oui, ils défendent notre humanité commune. Et je rappelle juste à la bourgeoisie effarouchée devant ces mouvements étudiants que c'est justement la répression sur les mouvements étudiants 68, 69 et 70 qui a accru les mouvements anti-guerre de manière extrêmement forte contre la guerre du Vietnam et qui a fait que ces mouvements se sont amplifiés au point que la guerre a dû se terminer. Eh bien, c'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Plus ils veulent nous réprimer, plus nous sommes nombreux, plus ils veulent nous traîner devant des commissariats pour apologie du terrorisme, plus nous remplissons 3 salles comme nous le faisons ce soir à Grenoble. Je le dis, le pouvoir ferait bien de se méfier et d'arrêter de criminaliser l'ensemble des voix pour la paix. Il ferait bien d'arrêter parce que, d'abord, jamais ils ne viendront à bout de nous et qu'aucune attaque judiciaire ou politique de quelque sorte que ce soit ne nous fera changer d'avis sur les idées que nous défendons parce que ce sont nos convictions. Alors, Monsieur le Président, arrêtez. Tout le monde voit ce que vous êtes en train de faire. Tout le monde voit que vous êtes en train d'instrumentaliser la justice et la police en vue d'un résultat électoral et que ce sont des manœuvres qui portent une atteinte grave à la démocratie. J'ai appris aujourd'hui, lors de ma convocation, une information intéressante. Savez-vous de quand date la plainte? Plainte qui, par ailleurs, a été faite par une organisation qui promeut la colonisation qui est faite par le gouvernement d'extrême droite de Netanyahou. Eh bien, savez-vous de quand date cette plainte qui m'a valu donc cette convocation pour apologie du terrorisme? Elle date du 11 octobre. Alors, expliquez-moi, si vraiment j'avais fait une apologie du terrorisme, ce qui est grave, vous savez, quand vous êtes condamné pour apologie du terrorisme, vous devenez un ennemi de la nation. Alors, si vraiment j'avais fait une apologie du terrorisme, croyez-vous vraiment qu'ils auraient attendu 7 mois, pas 1 mois, pas 2 mois, 7 mois pour pouvoir me convoquer? Nous savons que vous nous convoquez tous maintenant, que vous annulez nos conférences parce que nous sommes en campagne électorale. Nous le savons, nous le voyons et nous vous accusons de cela. Alors, Monsieur le Président, arrêtez. Parce que, là aussi, tout le monde voit ce que vous êtes en train de faire. Vous savez, Flaubert avait une belle expression sur la censure. Il disait « La censure est un attentat de la pensée ». Savez-vous quelles sont les questions qui m'ont été posées pendant le moment où... Alors moi, j'ai fait une longue déclaration liminaire que vous pouvez retrouver. Et puis ensuite, j'ai exercé mon droit au silence à chaque fois. Mais, quand même, je vous explique les questions qu'on m'a posées. Est-ce que vous considérez le Hamas comme une organisation terroriste ? Est-ce que je pense que, dans ce qui se passe, le colonialisme et l'occupation ont quelque chose à faire et justifieraient des crimes de guerre? Alors, peut-être vous dites-vous que ça rappelle certains plateaux télé. Il est vrai que certains entretiens télévisuels ressemblent parfois à des convocations. Mais surtout, ce qui est grave, c'est que les questions qui sont posées là dépendent
de notre liberté d'expression et d'opinion et sont des sujets politiques de débat démocratique. Parce que si vous voulez aller jusqu'à là, alors ils vont devoir convoquer, par exemple, l'ONU, Amnesty International, l'AFP, qui n'utilise pas non plus le terme terrorisme, ou encore même le pape pour apologie du terrorisme. Tout ça n'a aucun sens. Cela n'a aucun sens, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Et là aussi, nous les voyons. C'est de vouloir suspendre la pensée, suspendre la liberté d'expression, suspendre la liberté d'opinion, qui sont une des choses les plus précieuses chez l'être humain et dans notre débat démocratique. Alors, Monsieur Macron, vous devriez d'autant plus arrêter que vous avez été condamné plusieurs fois par des instances internationales depuis 2017. Je rappelle que Emmanuel Macron s'est fait condamner à la fois pour la violence extrême contre les Gilets jaunes, dont nous nous rappelons qu'il y a eu des mains arrachées, là aussi des personnes qui ont perdu leur œil en manifestation, jusqu'à des personnes tuées, et je pense notamment à Zineb Redouane. Ils ont été condamnés pour la répression à Sainte-Soline, ou alors que des gens cherchaient juste à défendre le partage de l'eau, qui est l'enjeu numéro 1 du XXIe siècle. Ils ont non seulement envoyé 4000 grenades, c'est-à-dire une par seconde, des armes de guerre contre les 30 000 manifestants, et même empêché une ambulance d'arriver, alors qu'il y avait des blessés très graves. Nous nous rappelons de la répression sur le mouvement des retraites, alors que l'immense majorité du peuple français refuse toujours de travailler jusqu'à 64 ans, qui a été imposé de force par un des 23 49.3, nouvelle brutalité démocratique de ce gouvernement. Eh bien, nous le disons ici, nous sommes toujours les héritiers du temps libéré et nous continuerons à défendre et nous instaurerons de nouveau la retraite à 60 ans pour toutes et tous. De même, la France a été condamnée sur la question des violences policières, avec une attention qui devrait être portée sur le racisme systémique qui existe dans la police, qui nécessite de réformer la police de la cave au grenier pour qu'il y ait un véritable service public de la police qui soit au service des citoyens de ce pays. Alors, oui, Monsieur Macron, depuis Grenoble, nous vous disons, vous nous faites honte à l'international. Et vous devriez retrouver un peu le goût de la démocratie dans ce pays. Parce que nous savons pourquoi vous faites cela. Ils font cela pour nous faire peur. Ils font cela pour nous faire peur parce qu'ils ont peur de nous. Voilà la vérité de ce qui se passe. Et dans ce contexte, le 9 juin prend une autre signification politique. Nous savions déjà que le bulletin pour l'Union populaire et pour Manon Aubry était le bulletin pour la paix, était le bulletin contre le racket social et pour les services publics. Il devient aussi le bulletin du 9 juin qui permet de défendre la démocratie et les libertés publiques. Voilà ce qui est en jeu le 9 juin. Et s'ils ont peur, c'est notamment parce qu'ils sentent que monte la conscience dans le pays. Et la démonstration de force que vous faites aujourd'hui à Grenoble prouve que monte dans le pays la conscience que, évidemment, c'est une élection européenne. Nous sommes fiers du bilan de nos eurodéputés et nous serons encore plus fiers de toutes celles et ceux que nous allons envoyer nous représenter. Mais que ce n'est pas juste une élection européenne. C'est la seule élection nationale qu'il y a entre la réélection d'Emmanuel Macron en 2022 et l'élection présidentielle de 2025. Et donc, nous avons raison de dire depuis le début que le 9 juin commence l'après-Macron et que le 9 juin, on commence à dégager Macron et son monde. Les amis, quoi que nous fait ce pouvoir, n'ayez jamais peur de défendre vos convictions. Je le dis d'autant plus que je trouve particulièrement choquant, honteux, scandaleux, le racisme crasse qu'ils sont en train d'installer partout dans le pays. Quelle est cette histoire quand hier, Rima Hassan, qui justement soutenait la jeunesse, qui se soulève pour dire « nous voulons mettre fin au premier génocide », qui est filmé, que tout le monde voit sur ses téléphones,
et qui, parce qu'elle a utilisé le mot soulèvement, d'un coup est traduite en arabe. Qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on traduirait en arabe, qui n'est peut-être même pas la traduction, ce que voudrait dire Rima Hassan? Rima Hassan parle français, elle est française. Quel est ce racisme qui s'exprime? De même, quelle est cette manière de salir les étudiants de Sciences Po en parlant des mains rouges qu'ils ont exprimées, qui de tout temps a été un symbole anti-guerre? Pourquoi? Ils font référence à quelque chose qui s'est passé à Ramallah, absolument terrifiant et terrible, dans les années 2000. Savez-vous quand sont nés les étudiants qui portent ces mains rouges? En 2004. Et il se trouve qu'en 1999, par exemple, des manifestants, avant Ramallah donc, des manifestants, au moment du procès du dictateur Pinochet, portaient ces mêmes mains rouges, qui n'ont qu'une seule signification, monsieur et madame les éditorialistes. Et cette seule signification, c'est « vous avez du sang sur les mains et nous ne nous tairons pas ». De même, qu'est-ce que c'est cette histoire qu'on nous rabâche à tout va pour dire « vous faites de l'électoraliste avec la cause palestinienne ». Alors déjà, il faudrait peut-être choisir la stratégie. Soit c'est une mauvaise stratégie, soit nous sommes électoralistes, mais on ne peut pas faire les deux en même temps. Ça, c'est la première des choses, comme petit conseil de logique que je leur donne. Et la deuxième chose, non, là encore, messieurs et mesdames les éditorialistes, il n'y a pas besoin d'être de confession musulmane, d'être perçu, d'être arabe, d'être d'Afrique du Nord, pour avoir une indignation totale vis-à-vis de ce qui se passe à Gaza. Nous ne sommes pas d'accord pour qu'ils bombardent des hôpitaux, pour qu'ils massacrent des enfants, pour qu'ils utilisent la famine comme arme de guerre, non pas parce que nous sommes telle chose ou telle chose, mais juste parce que nous sommes des êtres humains. Point. Alors, je voudrais terminer sur un point important, une tâche qui nous attend dans les jours et dans les semaines qui viennent. Oui, ils essayent de nous faire peur parce qu'ils ont peur de nous. Et je rappelle qu'il y a moins de 3 semaines, le 10 avril, c'était le 2e anniversaire de l'élection présidentielle, du premier tour de l'élection présidentielle. Jean-Luc Mélenchon et notre programme a raté le second tour de l'élection présidentielle à 420 000 voix, c'est-à-dire 6 petites voix par bureau de vote. Chaque voix compte à chacune des élections. Rappelez-le partout où vous êtes, parce que si Jean-Luc Mélenchon était arrivé au second tour, alors l'histoire de notre pays aurait été changée. De même, nous avons calculé que si à peu près la moitié des électeurs et électrices qui ont voté la dernière fois pour le programme de l'Avenir en commun et le programme de la NUPES revenaient aux urnes le 9 juin, alors nous ferions 20%, ce qui, là aussi, changerait l'histoire de notre pays. Nous allons y arriver, les amis. Il reste 3 jours pour l'inscription sur les listes électorales. C'est notre tâche du moment, maintenant, tout de suite, d'aller partout inscrire les gens, alors que Emmanuel Macron refuse de faire des campagnes sur les listes électorales, tout simplement parce qu'il ne veut pas que vous veniez de nouveau sanctionner sa politique. Macron ne le veut pas, alors faites-le. Partout, vous avez jusqu'au 3 mai pour pouvoir vous inscrire sur les listes électorales. Après le 3 mai, nous continuerons d'aller porte après porte, expliquer l'enjeu de cette élection, expliquer que le 9 juin, c'est l'après-Macron qui se prépare et donc notre avenir commun dans ce pays qui se prépare et que nous ne sommes pas d'accord pour laisser Bolloré et les autres faire en sorte que l'extrême droite puisse être la première force politique de ce pays. Non, ce pays n'est pas raciste. Non, nous pouvons construire un tout autre avenir commun. Nous en avons la force, les amis, parce que notamment, nous avons la force du nombre. Et je rappelle qu'à chaque fois, partout, dans toute l'histoire des peuples, ce sont les peuples qui ont écrit l'histoire. Ce sont les mobilisations populaires qui ont écrit l'histoire. Et ici, à Grenoble, vous en savez quelque chose. Parce que vous avez eu comme députée une femme absolument extraordinaire qui s'appelle Gisèle Halimi, députée de l'Isère, qui non seulement était une grande avocate pour les droits des femmes, mais qui était aussi une de celles qui se battaient pour la cause palestinienne. Eh bien, je dois dire que je suis très fière de finir par les mots de Gisèle Halimi, alors que nous venons d'emporter une victoire historique
avec la France qui est devenue le premier pays au monde à constitutionnaliser le droit à l'avortement, qui a été gagné en premier à l'Assemblée nationale par les Insoumis. Eh bien, Gisèle Halimi disait quelque chose que j'espère vous emporterez avec vous comme une forme de courage. Elle disait « Ne baissez pas la garde, jamais, et soyez radical. Courage les amis, aux urnes le 9 juin, nous pouvons changer l'histoire de notre pays. Merci.